Donc depuis 5 ans, tout le monde parle de réindustrialisation. Le ministre, pour ceux qui étaient là dès l'ouverture ce matin, nous a dit qu'on ouvrait toujours plus d'usines que l'on en ferme. Ce n'est pas tout à fait vrai si on suit le baromètre exclusif de l'usine nouvelle en la matière. Donc vraiment, ce côté réindustrialisation est capital. Qu'est-ce qui marche vraiment sur le terrain quand on veut réindustrialiser un secteur? Pour en parler, on est allé avec Thierry Francou, qui est le patron de Renco, qu'on a cité déjà ce matin, Mickaël Valentin, associé fondateur d'OPO, et juste à côté de moi, Emmanuel Vasnex, le CDO de LSDH. On présentera dans un instant Hélène Dehage. Je vais débuter peut-être avec vous, si vous le voulez bien, Thierry Francou. Vous avez pris la tête de Renco en 2019. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, parce que c'est vrai qu'on a dit que vous aviez ramené en France des poudres pour des canons, qu'est-ce que vous faites concrètement et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre relance industrielle? Bonjour à tous. Effectivement, Orenco, c'est le leader européen des poudres explosives. Alors, quand on dit poudre explosive, tout de suite, on voit des choses, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Une poudre, c'est ce qui va permettre de propulser un projectile, donner un effet de gaz, et un explosif, c'est ce qui permet d'avoir l'effet terminal. Sans le savoir, vous avez sûrement tous des poudres à proximité. Si vous avez une voiture, vous avez un générateur d'airbag, de gaz d'airbag, donc vous avez des poudres. Et donc vous avez sûrement du produit Orenco dans... Ah oui, c'est vous, c'est l'intérieur des airbags. C'est de la poudre, et nous sommes fournisseurs aussi de ces éléments de poudre, donc les prétensionneurs de ceinture, des générateurs de gaz d'airbag, ce sont des poudres. Donc on entend dans poudre explosive... Vous êtes partout, mais on espère ne jamais vous voir, d'une certaine manière. Exactement. On est là de préférence pour ne pas s'en servir, mais il faut toutefois s'en servir de temps en temps. Et effectivement, donc nous sommes le chimiste de la défense. Et en 2019, quand j'ai pris la tête du groupe, on a redéfini la raison d'être du groupe. La raison d'être du groupe en 2019, j'aime bien rappeler que c'était en 2019, vous l'avez dit, acteur clé de la défense au service de la souveraineté. 2020, crise Covid. On a commencé à avoir le sens de la souveraineté. On a réalloué des lignes de production pour faire des gels hydroalcooliques qui sont nos lignes de production de chimie. Et 2022, guerre en Ukraine, émergence d'un nouveau marché. Et en 2019, nous faisions 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 tiers à l'export, et donc un tiers sur nos pays domestiques. France, Belgique et Suède. Nous sommes européens et pas français. Et nous faisions également 2 tiers sur la défense, 1 tiers sur des applications civiles. Aujourd'hui, nous sommes à 570 millions d'euros de chiffre d'affaires, 80% défense, 20% civil, 80% export et 20% sur nos pays domestiques. En 2023, devant cette croissance, alors cette stratégie de 500 millions, on l'avait définie en 2020, donc avant la guerre en Ukraine. C'est important de le rappeler. Voilà, et donc on a lancé un plan, donc le second étage de la fusée. On a parlé d'Ariane tout à l'heure, donc le deuxième étage est parti en 2023 avec un plan d'investissement massif, 650 millions d'euros d'investissement sur 3 ans, quasiment entièrement autofinancé, je tiens à le préciser. Qui nous permet d'aller vite et de doubler nos capacités, ce qui va nous permettre d'atteindre 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2028. Donc on est en hypercroissance et dans une situation très tendue. Eh ben, on va découvrir tout cela avec vous au fil de cette table ronde. J'en viens à vous, Mickaël Valentin. Je disais, vous êtes associé fondateur d'OPO, cabinet de conseil, mais dites-nous déjà ce que vous faites concrètement chez OPO pour qu'on ait bien tous les informations. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel. Donc, OPO est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des organisations industrielles. On ne travaille que dans l'industrie, par passion et par conviction, sur des sujets de performance d'usine, de supply chain, de R&D, et sur des sujets de stratégie industrielle, donc typiquement réduction des coûts, empreinte industrielle, due diligence dans le cadre d'acquisition. Et notre spécialité, comme on est dans l'industrie, c'est que bien sûr, ce qui compte, on le sait tous dans cette salle, c'est l'exécution. Donc on est des experts du comment, et pas seulement de définir ce qu'il faut faire, mais d'accompagner le changement. Vous avez raison, l'exécution, c'est souvent le point le plus important et qu'on oublie de temps en temps. Selon vous, c'est quoi la vraie définition d'une réindustrialisation réussie ?
Alors, j'ai vu que vous avez eu un petit débat avec le ministre ce matin sur les chiffres des ouvertures d'usines. On n'a pas de débat, on est sûr de nos chiffres. Chacun, oui. Donc, c'est évidemment de la construction d'usines, mais c'est au-delà de ça, beaucoup d'extensions de sites. On voit, nous, chez nos clients, des nouvelles lignes, c'est aussi quelque part de l'industrialisation. Et c'est de manière générale la construction de capacités qui peut se faire par l'investissement, mais qui peut aussi se faire, on l'a vu dans les témoignages ce matin, par de l'organisation industrielle, typiquement augmenter le temps d'ouverture ou être plus efficient pour produire plus. Donc ça aussi, c'est une forme d'industrialisation. Après, si on prend du recul, finalement, réindustrialiser avec succès, est-ce que c'est pas construire un tissu industriel qui soit compétitif, agile, innovant et qui soit assis sur des compétences de long terme pour créer de l'emploi et au service de la société. Et à ce titre-là, Christophe Péria parlait de la Chine ce matin. Il y a quand même un modèle qui est intéressant, même si je dis pas que mon propos n'est pas de dire qu'il faut copier la Chine, mais ils ont quand même fait ce qui est probablement la plus grosse remontada de... En même temps, quand on regarde les usines chinoises aujourd'hui, elles sont souvent plus voilà. performantes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est poussé quand même par une vision de long terme qui n'est pas suffisante, mais qui est nécessaire, avec au départ des JV, donc pour faire des transferts de techno, puis un plan par filière, et notamment le plan Made in China 2025, avec notamment l'auto. Et maintenant, c'est l'intégration hardware-software qui est poussée par le haut et qui fait que c'est difficile aujourd'hui de concurrencer la Chine sur des produits complexes à haute cadence. Alors ceci étant dit, en France, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut probablement distinguer trois réalités, et c'est marrant parce qu'elles sont assez proches des intervenants qu'on avait dans la table ronde précédente. Une première réalité qui est une réalité de tendance structurelle à la hausse. Et en fait, le cas de Thierry ici est révélateur. Donc, l'aéro, la défense, l'industrie verte, l'énergie, qui sont portés par des tendances comme la croissance de l'IA, la géopolitique, la transition environnementale, etc. Et dans cette réalité-là, évidemment, il faut être capable à la fois de construire des capacités, donc d'avoir de l'agilité pour faire des nouveaux sites, des capacités. Il faut être capable de financer la croissance et il faut surtout être capable en même temps de tenir le taux de service, qui est une vraie contrainte vis-à-vis des clients dans toute la chaîne. On a une deuxième réalité qui est celle qu'évoquait plutôt Frédéric Guinaud tout à l'heure, sur les industries qui sont sur plutôt du repli, donc typiquement la chimie, les matériaux de base, donc la sidérurgie, etc. Et puis l'auto aussi, on en a un petit peu parlé ce matin. Là, on est, à mon avis, une réindustrialisation réussie, c'est de protéger un minimum aux frontières de l'Europe, mais c'est aussi d'aider à faire ce qu'a bien évoqué Frédéric Guinaud tout à l'heure, de rester offensif malgré la crise, malgré la surcapacité, et donc d'aller chercher des leviers qu'on n'avait peut-être pas encore été chercher jusqu'à présent pour rester compétitif dans ce contexte, parce qu'on sait que ces secteurs, même s'ils sont en décroissance, sont super importants pour la suite, parce qu'il n'y aura pas d'industrie circulaire, et il n'y aura pas de manière générale de transition environnementale si on n'a pas de chimie, etc. Donc c'est important de les garder en Europe, même si aujourd'hui ils sont en crise. Et le dernier secteur, la dernière partie, c'est le cœur de l'industrie, c'est les biens de consommation, les biens d'équipement, donc l'agro, la santé, le luxe, la construction de machines, etc. Et là, en fait, la difficulté, c'est qu'il y a une très forte volatilité, à la fois sur les intrants, sur les matières premières, sur l'énergie. Et donc, l'idée, c'est à la fois d'être compétitif et surtout d'être agile pour s'adapter, parce que les plans à 5 ans, c'est terminé. Il faut être capable de s'adapter beaucoup plus vite que ça, et donc de rester agile dans la période. Emmanuel Vasnec, j'en viens à vous. Je rappelle que vous êtes le PDG du groupe LSDH, les laiteries. Ah bah si vous ne mettez pas un micro. Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Voilà. Présentez-nous un peu ce que vous faites. Vous êtes un gros acteur aujourd'hui de l'agroalimentaire. Présentation rapide de LSDH. Bien, bonjour à tous. Donc moi, je représente effectivement la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, une entreprise familiale qui a plus de 120 ans, à Orléans, dans le Loiret. Donc si vous voyez encore des vaches, c'est qu'elles se sont égarées. Donc il a bien fallu qu'on fasse effectivement autre chose. Donc comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous, la France, il y a 120 ans qu'on l'a choisi, donc on compte bien y rester. Et donc on exerce, en fait, sans le savoir, vous avez de vos produits dans vos frigos, de nos produits dans vos frigos, dans vos étagères. On a deux activités principales, une qui est sur les liquides, où on fait du lait de consommation au travers de produits de marques comme C'est qui le patron, Faire France, Cantavelotte, etc. Beaucoup de marques distributeurs. Et puis après, des activités dans les jus de fruits. On est le leader en France des jus de fruits, le leader en France des soft drinks derrière les gros monstres Coca-Cola et Orangina. Et puis on est également un gros acteur dans les boissons végétales. Et puis on a une deuxième activité qui s'est renforcée d'ailleurs cette année, qui est dans la salade 4e gamme. Donc en fait tout ce qui est salade prête à consommer. Et donc en tout on a en France 11 usines de production, un peu sur tous les territoires français. On emploie 2500 personnes. On est très acteurs en fait finalement sur l'implication dans les filières de nos producteurs. Le mot souveraineté alimentaire que j'aime pas bien d'ailleurs. Pourquoi vous l'aimez pas bien? J'aime pas bien parce qu'on en parle beaucoup et on le fait pas. Donc moi j'aime bien quand on agit. Et aujourd'hui on a des vrais dangers. On est peu autosuffisant sur nos poulets, on est peu autosuffisant sur nos fruits et légumes. Un fruit et légumes sur deux vient plus de France.
On a un choc climatique dont on ne prend absolument pas la dimension de ce qui est en train de se passer. Moi, il y a un an, j'avais des salades qui pourrissaient dans le nord et qui cramaient dans le sud. Et donc aujourd'hui, on est très axé sur la politique agricole commune, les aides, mais les orientations en fait, finalement stratégiques qui sont données aujourd'hui n'incitent pas à la production agricole en France et à la transformation. Pourtant, vous investissez massivement, vous. Oui, parce qu'on y croit. En fait, bon, déjà, on est d'ici. Donc nous, moi, j'aime mon pays, j'aime sa diversité, sa biodiversité. Je pense qu'aussi, les chefs d'entreprise, à un moment, ont des convictions, ils doivent les mettre en œuvre. On a un pays formidable, on a la meilleure agriculture du monde, on a la meilleure transformation agroalimentaire, on a des champions dans l'agroalimentaire, donc dans plein de domaines. C'est aussi celle qui est la plus dénigrée au monde, c'est tout à fait un paradoxe par rapport à ce que l'on va. Et puis, nous, on a deux convictions fortes. La première, c'est que nous allons manquer de matières premières. C'est déjà le cas aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1,5 milliard de personnes dont le seul sujet, c'est d'avoir un peu de riz dans leur gamelle une fois par jour. Nous, on a mangé ce matin, on mangera midi, on mangera ce soir. Et donc, ces préoccupations sont assez éloignées. Donc, il faut travailler la matière première avec beaucoup d'incertitudes actuellement liées entre autres au réchauffement climatique. Le savoir-faire de transformation qui va être clé. Beaucoup entendu parler tout à l'heure de l'IA, mais également du pilotage en fait, finalement, de toutes ces installations. Moi, j'ai 250 personnes tous les matins qui épluchent de la salade. Et ces gens-là, s'ils ne font pas bien leur travail, j'ai échoué dans ma mission et à la main, parce que malheureusement, on n'arrive pas à trouver des systèmes automatiques. Et la société avec un grand S, c'est aussi emmener tous ces gens-là avec nous dans le projet global tel qu'on le veut. Ce n'est pas simplement dire on va faire que de la haute technologie ou des choses comme ça par rapport à ce que l'on veut. Voilà, donc nous on y croit, on vient d'investir 300 millions d'euros dans nos outils de production, avec la grosse construction d'une usine à Cholet, et puis on remet actuellement 150 millions d'euros pour la transition, la transformation, le renouvellement de nos outils, voilà, et on travaille la résilience en fait finalement par rapport à tous les produits tels qu'on peut le faire. Je crois qu'on peut vous applaudir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises aussi investies comme ça sur son territoire. Thierry Francou, ce qui est intéressant, alors même si vous disiez que vous n'aimez pas le mot de souveraineté alimentaire, mais là on va revenir quand même sur la souveraineté parce que typiquement vous l'avez fait et c'est intéressant de prendre votre cas d'école parce que pas grand monde croyait au fait qu'on puisse remettre des poudres en France, qu'on puisse les sourcer aussi vite, que ce soit économiquement intéressant. Donc vraiment, j'ai envie que vous nous racontiez comment s'est passé de façon très concrète cette relocalisation, puis où est-ce que vous en êtes peut-être aujourd'hui, qu'est-ce qui reste potentiellement à faire ? Comme je l'ai évoqué, on a lancé le deuxième étage de la fusée et donc alors j'aime pas le mot relocalisation parce qu'en fait c'est une duplication de lignes de production et on avait en 2004 rationalisé le secteur des poudres explosives en Europe parce qu'il n'y avait plus de commandes et donc il fallait, comme l'a dit Benoît Laroche de Roussanne tout à l'heure, il fallait rationaliser et maintenir les compétences. Donc pendant 20 ans, des compétences ont été maintenues en France, en Suède et en Belgique à des niveaux bas de commandes pour pouvoir réaccélérer. Et aujourd'hui, nos compétences de poudre sont en Suède. Mais la ligne de production qui a été mise à Bergerac est une extension de ce que nous faisons en Suède. L'un des enjeux était d'aller vite. En fait. Pourquoi vous aviez gardé les compétences en Suède ? Il y avait une raison particulière à ça ? Parce qu'il faut, dans une entreprise européenne, voir où étaient les meilleures compétences à cette époque. Nos compétences de poudre de petit calibre sont en Belgique, nos compétences de poudre de gros calibre sont en Suède, nos compétences d'explosifs et chargement de munitions sont en France. Donc on avait réparti entre les pays pour éviter d'avoir une duplication de compétences et donc de pouvoir entretenir ces compétences clés pour le futur. Et c'est ce qui nous a permis de réaccélérer rapidement. Le maintien de ces compétences nous permet aujourd'hui de réaccélérer, d'avoir encore les compétences après 20 ans de basse, et d'aller très vite. Sans ça, ça aurait été impossible ? Impossible. Donc c'était une bonne décision, même si elle était difficile à l'époque, de rationaliser le secteur au niveau européen, parce que le marché ne peut pas être vu par pays, et de maintenir les compétences qui permettent aujourd'hui d'accélérer. Sur Bergerac, ce qui s'est passé, c'est annonce du projet avec Sébastien Lecornu, alors ministre des Armées, en février 2023. Un an d'études environnementales pour faire la première pierre. Pendant ce temps-là, les études sont menées en parallèle. Avril 2024, dépôt de la première pierre. Et on annonce à ce moment-là que 9 mois après, c'est en décembre, nous aurons une usine qui sera prête à fonctionner. On a un grand champ de patates devant nous.
personne n'y croit vraiment, et 9 mois après, l'usine est mise en place avec l'ensemble de ses équipements. Donc comme quoi on peut fabriquer des usines en France quand on veut, quoi. On peut aller très vite, ce qui nécessite aussi un alignement de toutes les parties, qu'elles soient administratives, une préparation. Il n'y a eu aucune dérogation sur aucune loi. On a mené l'étude 4 saisons environnementale, on a eu nos permis de construire, l'augmentation des capacités et donc les autorisations d'exploiter liées à cette nouvelle installation sur un site qui appartenait déjà à Orenco, mais qui était une extension. Ce que je veux dire, c'est que la réglementation aujourd'hui peut être respectée, on n'a pas besoin de dérogation, ça ralentit l'exécution, mais on est allé très vite. On a pris aussi un autre pari, c'est de ne pas passer des heures carrées à aller discuter sur de la réglementation pyrotechnique du dimensionnement de bâtiments, et donc on a surdimensionné nos investissements. On a surdimensionné pour dire comme ça on n'aura pas de questions et on ira vite. Donc ce qui règle aujourd'hui l'ensemble, c'est la vitesse d'exécution et de la réalisation. Donc on a des murs qui font 70 cm d'épaisseur, des portes qui nous coûtent 700 000 € par bâtiment, donc des surcoûts énormes, mais un mois de gagné, c'est un mois d'ébit supplémentaire et c'est délivrer le marché beaucoup plus vite. Donc on a pris ce pari qui aujourd'hui est réussi, avec un autre pari en parallèle qui était, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais en 2019, nous étions 900, nous sommes aujourd'hui 1700, nous serons 2000 d'ici 18 mois. Et donc, notre véritable enjeu, c'est l'intégration humaine. Au-delà de réaliser les investissements, il n'y a pas d'école pour former des poudriers. Donc, nous recrutons, nous formons, nous avons créé un campus de formation pour former ces personnes. Nous avons un parcours d'intégration, des formations au poste. Et ce qui freine notre croissance, c'est plus l'humain que la réalisation aujourd'hui. Vous auriez besoin de combien de poudriers, là, par exemple, s'il en existait? Là, aujourd'hui, si on avait, dans l'idéal, si je pouvais faire 2 fois plus, je sais vendre 2, 3, 4 fois plus. Aujourd'hui, le marché est suffisant. Des centaines de postes à pourvoir potentiels. Je vous l'ai dit, on va passer de 1700 à 2000 personnes dans les 18 prochains mois. Donc, et ça, je parle d'un chiffre net, pas d'un chiffre brut. C'est qu'on a aussi des gens qui partent. Donc le niveau de recrutement, c'est aussi notre capacité à, recruter les personnes sur nos bassins d'emploi. On a un avantage en ce moment qui est malheureux, c'est qu'autour de nous, sur nos bassins d'emploi, d'autres entreprises ferment. À Bergerac, la papeterie de la Linde est plutôt en fermeture, donc on arrive à attirer. On avait Capas Murphy juste à côté de chez nous, à Avignon, qui a fermé. On a aussi cette capacité à intégrer des gens qui ont déjà des formations dans des métiers, et après nous les reformons à nos métiers propres directement sur les lignes de production. Donc nos enjeux, rapidité, agilité d'exécution, prise de risque, surinvestissement lié à cette prise de risque, mais tout ça parce que le marché est là. Et donc, c'est l'accessibilité au marché. Vous aviez cette facilité d'être sûr de vendre et quasiment au prix où vous vouliez vendre, quoi. Alors, peut-être. Moi, ce que je vois, c'est qu'autour de nous, vous êtes le seul à avoir fait le pari. On est le seul à le faire. Donc, il y a peut-être un facteur chance et de dire il se passe beaucoup de choses. La prise de risque initiale pour aller chercher les commandes, sécuriser ces commandes. On a passé des contrats long terme avec des partenaires clés qui nous permettent de garantir justement ces investissements et l'utilisation. J'ai évoqué tout à l'heure nos 650 millions d'euros d'investissement, donc on double nos capacités sur tous nos sites. On va relancer une phase nouvelle d'investissement pour encore aller plus loin et créer des sociétés et des implantations nouvelles. Ce que je veux dire autour de ça, c'est que la prise de risque est forte, associée à une confiance de nos clients qui nous ont passé des contrats qui vont jusqu'en 2032 en ferme, pour certains jusqu'en 2040. Ah ouais. Ce qui montre bien que la situation, elle est quand même durable, malheureusement, et qu'il y a un réarmement complet. On l'a vu au niveau des systèmes, ça a été évoqué par Benoît tout à l'heure, au niveau des systèmes, mais tous les systèmes vont avoir besoin d'humains, et les humains auront besoin de toute façon de s'entraîner, et pour s'entraîner, ils auront besoin de munitions, et dans ces munitions, il y a de la poudre et de l'explosif. Michael Valentin, là, on voit les points qui ont été structurants dans la réussite de ce projet. Moi, je retiens notamment la prise de risque et la rapidité. Si vous deviez résumer au travers de l'expérience que vous avez chez OPO de la réindustrialisation dans ce secteur industriel, quels sont un peu les 3 best practices, quoi, en très bon français? Je pense que l'exemple que Thierry vient d'évoquer est assez révélateur. Le premier, je dirais, c'est qu'on est dans un environnement très incertain et volatile, et donc c'est d'être capable d'optionnaliser le plus possible les choix qu'on fait. Donc je vais illustrer ça sur, par exemple, des cas d'empreinte industrielle. Donc quand on doit étendre des capacités ou au contraire faire décroître des capacités, c'est comment est-ce que le plus longtemps possible on peut garder des scénarios ouverts
de manière à pouvoir anticiper en fonction de ce qui se passe, en fait, un scénario ou l'autre, et donc de garder ça en tête. Donc je vais illustrer ça par un exemple. Si vous avez le choix entre garder des capacités en Europe ou alors, dans un cas de croissance, aller en Asie ou aux US, l'idée, c'est pas forcément de se dire que c'est 0 ou 1, c'est de se dire que ces scénarios restent ouverts. Et quand vous faites, si vous décidez finalement d'aller aux US, c'est de se dire que peut-être vous allez acheter un terrain et faire un permis de construire, parce que ça, on sait que c'est de toute façon des délais longs. Par contre, l'usine que vous allez faire au départ, elle n'est pas forcément l'usine qui sera là à terme. Vous allez miniaturiser votre process pour tester les choses, un peu comme faire une start-up, et puis en fonction de ce qui se passe, d'aller accroître la capacité. Et c'est pareil quand on est sur un plan de décroissance de capacité, où on a accompagné des boîtes dans la sidérurgie récemment, où en fait vous vous posez la question de ce que vous allez pouvoir réinternaliser comme charge, gérer avec de la sous-traitance, comment est-ce que vous allez gérer la polyvalence différemment aussi. Il y a Laurent, je vois dans la salle, on a travaillé sur des scénarios de polyvalence qu'on n'aurait jamais imaginé avant. Et en fait, tout ça sur des options qui en fait auront lieu ou pas, et donc qu'on laisse ouvertes. Ensuite, le corollaire, c'est ce qui a été évoqué par Thierry, c'est que ça a quand même un coût, puisqu'on maintient des choses ouvertes plus longtemps, et surtout, il faut être capable de décider vite. Donc, pour pouvoir décider vite, il faut d'abord avoir une cascade du terrain jusqu'à la direction générale qui soit très efficace et qui permette d'avoir de la subsidiarité, pour que ce n'est pas seulement le dirigeant qui décide, mais que ça décide à tous les étages, et aussi avoir des décisions qui soient, c'était dit juste avant, par la personne d'AWS, éclairées par de la donnée. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir été capable d'avoir cette donnée qui éclaire le dirigeant, et notamment sur le temps réel. Et moi, je reviens au sujet de ce que moi j'appelle le juste à temps managérial, c'est-à-dire que beaucoup de dirigeants en ce moment me disent je dois gérer le très court terme où j'ai parfois des problèmes de cash, parfois de l'incertitude, et quand même continuer à bâtir le long terme. Et donc je dois, grâce à la donnée, m'immerger en permanence dans mes équipes, chez mes clients, avoir beaucoup plus d'infos, de capteurs. Et avec un monde parfois de la donnée qui nous donne l'impression d'aller 10 fois plus vite que notre capacité à exécuter, quoi. Mais en tout cas, d'être capable d'avoir ces capteurs-là, par exemple, de faire, j'étais hier avec un dirigeant qui me disait je fais des petits déjeuners beaucoup plus fréquemment avec les équipes pour les voir beaucoup plus fréquemment pour justement prendre les bonnes décisions. Et le dernier sujet, c'est que comme ça a un coût, et puis il y a quand même toujours cette concurrence mondiale, c'est d'aller chercher ce que moi j'appelle le potentiel caché, les fonds de placard finalement de ce qu'on n'a pas encore été chercher avec l'excellence opérationnelle et aussi maintenant grâce au digital. Et en fait, on voit qu'il y a plein d'exemples où on peut encore aller chercher beaucoup. Parce que l'exemple de Frédéric Guinaud tout à l'heure était révélateur, mais typiquement sur des délais de fabrication qui sont cruciaux pour accélérer. En général, quand vous prenez une pièce, et on en voit beaucoup, nous, des usines, une pièce dans sa vie d'une usine, elle est à peu près transformée 1% de son temps au maximum. Le reste du temps, elle attend 99%. Donc passer juste de ce 1% à 2 ou 3% de son temps où la pièce est transformée versus attendre, vous divisez le temps de fabrication par 2, et ça, on peut le faire assez facilement en quelques mois dans des secteurs comme l'aéronautique, le luxe, etc. Et ça permet d'accélérer largement. D'autres exemples, c'était évoqué tout à l'heure, le taux de rendement synthétique. Parfois, même dans des secteurs très capitalistiques, on peut encore aller chercher beaucoup de choses en travaillant sur les relèves entre les équipes, en travaillant sur les ralentissements, sur le lien entre la maintenance et la production, vous en parliez, ou l'efficacité du service maintenance. Donc il y a encore des choses qu'on n'a pas forcément été grattées ou qui se sont perdues dans le temps et qui permettent d'améliorer largement la performance. Un autre exemple, c'est sur les indirects. Donc là, on en parlait avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses pour améliorer les coûts des fonctions indirectes, par exemple dans le secteur de la santé ou dans tous les process qui sont assez longs et qui sont assez bureaucratiques. On peut aussi faire des gains assez significatifs. Et donc, l'idée, c'était aussi évoqué par Christophe Périllat, c'est comment est-ce que il disait on est aussi compétitif que les Chinois, mais leurs coûts sont plus bas. Est-ce qu'on ne peut pas être meilleur que les Chinois grâce à ça? Et eux ont des coûts plus bas, mais du coup compensés, en fait. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de ce que vous évoquiez tout à l'heure. Merci, c'est très très clair là aussi. Emmanuel Vasnex, j'en reviens à vous. Vous nous aviez dit que vous investissez beaucoup en France et c'était même extrêmement symbolique. Mais vous avez aussi relocalisé je crois des filières agricoles et de transformation. Je crois que les bouteilles carton, j'espère ne pas dire de bêtises, mais les légumineuses françaises aussi, vous avez relocalisé tout ça. Comment et dans quelles conditions vous avez réussi à faire ça tout en restant compétitif ? Alors déjà, il faut que vous ayez en tête que dans nos modèles, nous, la matière première représente sur un produit à peu près entre 60 et 80% de la valeur de notre produit. Donc il faut bien l'acheter et pas le perdre. On a des matières premières qui viennent de tous les pays du monde. Ensuite, on a à peu près sur les 20-30% qui restent, la moitié, ce sont des charges de personnel. Et puis l'autre moitié, c'est tous nos frais fixes, nos frais d'investissement, etc. Donc on parlait d'excellence opérationnelle. Nous, on est des centimiers. Chaque centime compte. On fait 1,5 milliard d'emballages. Si on gagne 1 centime, ça fait 15 millions d'euros. Voilà, donc on va assez vite, effectivement, dans les calculs. La deuxième approche, c'est que la phrase de l'entreprise, je vous ai dit un peu en boutade, que si vous voyez une vache à Orléans, c'est qu'elle s'est égarée, c'est la différenciation. C'est-à-dire dans le monde dans lequel on est, soit on est le même que les autres, et dans ce cas-là, on n'a qu'une variable d'ajustement, c'est le prix, soit on est différent des autres, et on arrive à justifier d'une différence de prix. Alors cette différence, elle va se faire sur les produits, elle va se faire sur les emballages, sur la façon de les faire, sur la façon d'emmener les équipes, etc. Et donc les modèles qu'on a construits, qui sont, vous en entendez parler à peu près tous les jours, avec des contraintes énormes, réglementaires, des avis,
pesticides, pas pesticides, un certain nombre de données qui aujourd'hui évoluent de façon importante, bien, finalement c'est la prise en compte que l'on a de tout ça. Et le fait de relocaliser en fait certaines filières quand on peut, en faisant rentrer ça dans des processus aussi agroécologiques. Il y a un véritable enjeu aujourd'hui sur les cultures et tout ce que l'on peut faire. Pour prendre un exemple concret, on fait du soja, donc des jus de soja. Ces jus de soja, quand on les cultive en Beauce, on arrive dans l'assolement à économiser jusqu'à 60% de la fumure azotée sur la plantation d'après, qui est souvent un blé. Donc là, on fait aussi de l'environnement, on restructure les sols. Nous, on récupère les graines. Ces graines, on va en faire des jus. On peut aussi en faire un certain nombre d'autres produits qui sont intéressants au niveau nutritionnel, que ce soit pour les animaux ou pour les humains, et on boucle en fait finalement en circuit fermé un petit peu un certain nombre de choses. Donc on a relocalisé ces filières. Donc dans le végétal. Sur le lait, je dirais qu'on essaye de sauver la filière laitière française parce que, je sais que vous avez tous entendu, on a nous un grand méchant concurrent qui est Lactalis, et Lactalis a décidé en fait finalement par son hégémonie un peu maintenant mondiale de dire tout ce qui est au sud de la Loire, il n'y a plus de lait, de toute façon il n'y aura plus d'herbe parce que la chaleur arrive, et donc il y a un vrai sujet. Nous on a pris une autre option qui est effectivement de continuer finalement à impliquer ces gens dans les processus, parce que les processus ont évolué. On est certes loin des bassins de production, mais on est proche des bassins de consommation. Donc finalement, les coûts qu'on n'a pas en amont, on les a en aval, les coûts qu'on a en amont, on les a moins en aval, etc. Donc il faut, et moi je trouve que c'est ce qui est formidable dans nos métiers, c'est deux choses, des maths bien sûr, et de l'IA bien sûr, qui accélèrent les processus, mais aussi c'est de l'intelligence collective, c'est-à-dire que finalement, comment on met les gens à raisonner mieux, la logistique en fait partie aussi, tel qu'on peut le faire. Donc là, sur le lait, on a créé donc avec cette filière, entre autres C'est qui le patron, mais aussi Bleu Blanc Cœur, etc., une filière dans laquelle le producteur est acteur finalement. Donc on est des grands adeptes des accords tripartites, on va signer des accords entre nos clients distributeurs, nos producteurs et nous, sur la valeur d'un produit et sur derrière, qu'est-ce qu'on fait de cette valeur? Est-ce qu'on fait de l'agroécologie? Est-ce qu'on fait du Bleu Blanc Cœur, qui est un process pour améliorer la qualité des matières grasses, etc. Voilà. Et donc là, on rend tout le monde acteur finalement d'un projet qui est commun, et on arrive à avancer, on arrive à développer et à sauver des filières. Et si on ne fait pas ça, je peux vous dire que dans 2027, on manquera de lait, qu'il n'y aura plus de salade produite en France ou de légumes produits en France sur ces typologies, parce que les gens sont en train d'arrêter, parce que les contraintes sont trop fortes, parce qu'il n'y a pas de succession, parce que la terre vaut cher, donc elle est valorisée dans d'autres domaines. Et on a un vrai enjeu à ce niveau-là de structurer la consommation et l'alimentation française. Point effectivement, là, une fois de plus, totalement capital. Thierry Francourt, on a parlé beaucoup de la France, même si vous nous avez dit que division en Belgique pour les petites poudres, en Suède, etc. Je crois que vous développez aujourd'hui aussi en Pologne très, très largement une expansion hors de France pour répondre là aussi finalement aux besoins de vos différents marchés, parce que votre marché il est au minimum européen, voire mondial. Le marché est mondial, j'ai évoqué, on fait 80% à l'export, et donc en dehors des pays où on est installé. Aujourd'hui, l'essentiel du marché est tiré par l'Europe. Le principal pays munitionnaire en Europe, c'est la Pologne. Et nous avons effectivement annoncé il y a 2 semaines, avec un acteur polonais, la création du 3e étage de la fusée. Donc c'est le début du 3e étage et le premier projet annoncé officiellement, qui est de la croissance externe à travers des JV, et avec des partenaires qui ont déjà une base installée et des compétences en local. Encore une fois, compétences et l'humain, au-delà on se retrouve dans un métier où il y a beaucoup d'humains. Donc le 3e étage de la fusée, ça va être un plan qui va nous permettre, donc là on a annoncé le premier projet, mais globalement avec les projets qui arrivent, je vous ai parlé d'1 milliard 2028, 2020, dans les mêmes périodes, en gros 2030, on sera, avec les nouveaux projets qui vont arriver, on est plutôt dans l'ordre de 1,5 milliard, 2 milliards. Donc cette phase d'hypercroissance est nécessaire pour répondre aux demandes du marché, et aussi, comme je l'ai évoqué, on a besoin de robustifier les chaînes de production. J'ai également 70% de ma valeur qui vient de mes matières premières, essentiellement de la matière première chimique que l'on transforme. On a évoqué tout à l'heure une industrie européenne de la chimie qui est en difficulté. Ces matières premières chimiques sont nécessaires pour fabriquer les produits poudres et explosifs. Donc on a besoin de consolider, de renforcer, de travailler ensemble face aux enjeux de souveraineté européens que nous avons devant nous. On ne peut pas avoir une réponse par pays. Donc la souveraineté doit adresser à la fois la souveraineté nationale, mais elle doit être vue sur le domaine de la défense au niveau européen, parce que le marché pour répondre et entretenir les compétences ne pourra être qu'européen.
Mickaël Valentin, chez OPO, vous travaillez aussi bien pour des grands groupes publics, des PME industrielles. On a beaucoup parlé ce matin d'IA et de comment passer du POC à l'échelle. Si vous deviez avoir, vous nous donnez une feuille de route, réindustrialisation française pour les 12 prochains mois, ce serait quoi les 3 priorités? Alors, je dirais qu'il y a 3 choses. La première, c'est une notion de valorisation. Et je pense que pour que la réindustrialisation prenne, il faut aussi qu'elle soit relayée par le politique. Et donc, il y a un peu une question de qui seraient les héros de cette réindustrialisation. Et pour moi, c'est les techniciens. En fait, il faut qu'on revienne. L'industrie est un métier technique. Donc de valoriser ce personnage qui est le technicien en fait dans toute la société. Donc je pense que ça c'est important. Et en lien avec ça, c'est aussi de valoriser la production par rapport à la consommation. On a vu nos territoires se transformer avec des usines qui sont remplacées par des entrepôts. Donc c'est de valoriser cette image-là. Le deuxième sujet, c'est sur la protection et l'agilité. Donc ça a été pas mal évoqué. Il y a notamment, on a beaucoup parlé d'énergie depuis ce matin. Je pense que l'énergie, alors le ministre en a parlé aussi, donc on voit que c'est sur la table. Mais en tout cas, on voit que c'est un élément très important. Vous parlez des matières premières, mais l'énergie est souvent importante dans la structure de coût. Donc c'est comment est-ce qu'on a un vrai plan sur l'énergie pour être compétitif et comment est-ce qu'on stabilise les choses sur un certain nombre de domaines pour justement limiter la volatilité, donc sur la fiscalité, sur les délais pour obtenir des permis de construire, etc. Parce qu'il y a déjà beaucoup de volatilité dans le monde, donc n'en rajoutons pas en plus à notre niveau. Et ensuite, c'est l'audace. Et l'audace, elle passe par, j'ai bien aimé encore une fois, je cite Frédéric Guinaud, mais le côté intégration hardware-software, ce que font les Chinois finalement, et là-dessus, c'est vraiment l'avenir, je pense, c'est de réussir à concilier ces deux mondes pour obtenir le meilleur des deux. Et donc, comment est-ce qu'on utilise l'IA? Et nous, en tout cas, notre expérience en usine, c'est que il y a parfois une déconnexion entre la direction générale qui se dit que ça doit être bien et donc qui pousse des choses, et le terrain qui le fait de manière souvent assez individuelle, avec des cas individuels, parce qu'il y a des gens qui s'y intéressent à titre perso et qui se mettent à faire des choses. Donc j'ai juste une anecdote, on accompagnait récemment une boîte dans l'agro, et en fait, ils étaient en train de développer leur plan, du coup ils cherchaient des cas d'usage, etc. Et ils pensaient qu'ils avaient assez peu de compétences en interne, et en fait, un peu par hasard, en passant du temps avec le responsable de maintenance, on s'est rendu compte que lui-même, il avait en fait fait tout un travail avec du SQL pour aller chercher la base de données GMAO lui-même, et en fait travailler sur ces données de maintenance qu'il n'arrivait pas à y accéder par son logiciel. Donc, dans les entreprises, il y a des gens qui font. Et comment est-ce qu'on fait ça de manière organique? C'est dans le quotidien managérial, d'avoir le même raisonnement pour les gaspillages du lean, de se dire comment est-ce que tous les jours, je vais chercher des décisions qui traînent, des silos, de la bureaucratie, des tâches répétitives et pénibles, et comment je peux m'y attaquer grâce au digital et à l'IA, et que ça devienne en fait dans le quotidien des managers d'usine. Et ensuite, il y a le passage à l'échelle qui nécessite un peu de frugalité, parce que, évidemment, comme c'était dit aussi, c'est des compétences rares, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Donc c'est de bien choisir les enjeux, ça c'est avec la direction générale, et de cas d'usage par cas d'usage, de déployer à l'échelle pour aller créer de la valeur. Emmanuel Vasselin, ça doit vous parler là quand on parlait de l'importance du rôle du technicien, l'importance de l'humain, parce que vous faites finalement les deux, des usines quand même hyper robotisées, en tout cas automatisées plus que robotisées, et une présence de l'humain importante dans vos usines. Bien sûr, c'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est un vrai sujet parce que aujourd'hui on voit que on emploie les mots usine 4.0, etc. Sauf que nous on a des berrichons qui pilotent certaines de nos usines, quoi. Donc il faut aussi être capable de s'adapter en fait finalement à ces problématiques-là. Et on a peut-être redescendu d'un À Châteauroux, ils sont capables de tout faire. Ils sont très adaptables. Exactement, c'est vrai en plus. Et donc, je dis ça parce que mon super rédacteur en chef du web vient de Châteauroux. Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu, effectivement, de comment on en a parlé, comment on capte effectivement les talents, comment on arrive à finalement aussi à former les gens à ces transitions et à ces transformations qui sont effectivement extrêmement importantes pour conserver cette compétitivité. On a plusieurs anomalies quand même dans les systèmes. Hein. Une des anomalies qu'on a, nous dans nos métiers, on fait soit des produits lourds, soit des produits fragiles. Moi, je pense que le transport aujourd'hui n'est pas à son juste prix. Que le transport n'intègre pas la totalité en fait, finalement, des coûts, y compris les coûts de destruction des camions, etc. Et bilan des courses, on est en train de perdre tous nos transports. Donc aujourd'hui, vous avez... Vous voulez dire quoi? Qu'il faudrait mieux les rémunérer parce que c'est un métier compliqué? Je pense qu'il faudrait mieux parler de juste prix et prendre effectivement en compte l'ensemble des problématiques. On ne peut pas d'un côté du producteur jusqu'au consommateur, mais surtout on ne peut pas d'un côté dire on veut faire de la RSE, baisser notre empreinte carbone, etc. Et à chaque appel d'offres nous dire on va prendre les Estoniens, les Polonais, etc. Et qui arrivent chez nous avec des coûts de transport qui sont moins chers que ceux qu'on est capable d'appliquer. Donc on a un certain nombre d'anomalies dans l'agroalimentaire et l'agriculture. On a aussi une anomalie, c'est que nous on est devenus des chasseurs d'aide. On verse des sommes importantes à la communauté européenne et derrière qu'est-ce qu'on fait? On dit pourvu qu'on les récupère, donc on va se battre. Moi j'étais effaré, j'étais il y a 3 semaines à la Chambre régionale d'agriculture de Franche-Comté et pendant 2 heures ils n'ont parlé que de comment je récupère les aides.
Ils n'ont pas parlé que le Morbier, le Comté, les vins du Jura, etc., étaient des produits extraordinaires qu'on pouvait avoir partout dans le monde, etc. Donc on a une vraie problématique aujourd'hui entre ce que nous, chefs d'entreprise, alors je vous passe sur tout ce qu'on entend en ce moment, les incertitudes, tout ce temps gaspillé en fait finalement. On a un quota d'énergie qui est le même. Le problème c'est où on met cette énergie. Aujourd'hui on la met dans des conneries, donc finalement on n'arrive pas à être utile sur l'efficacité sur nos territoires. Et si on arrive demain à catalyser tout ça et à se remettre en ordre de marche, on sera recapable de réindustrialiser en France et on est plein de bon sens, on est plus malin, on est plus agile et on arrivera à aller beaucoup plus vite. Eh ben, je crois que vraiment ce sera le mot de la fin pour cette table ronde. Bravo à vous trois, c'était passionnant. Thierry Francou de Renco, Michael Valentin d'OPEO et Emmanuel Vasnec de LSDH.